Madame, Monsieur, bienvenue. Dans l'émission spéciale d'aujourd'hui, nous allons revenir sur les caractéristiques de la politique étrangère du Royaume durant les 19 ans du règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Une politique sous le signe de l'action, une diplomatie New Age et dynamique emblématique du règne du souverain. Il faut dire que la diplomatie économique du Royaume, loin de jouer un rôle complémentaire à sa diplomatie politique ou religieuse, opère des rapprochements vis-à-vis des pays avec lesquels le Royaume n'entretenait que des relations distantes, notamment dans son continent. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a fait du concept de soft power son fer de lance pour redéfinir la diplomatie made in Morocco. Pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau le vice-président de l'IBRI de l'Institut marocain des relations internationales, Abdelhafid Ouellalou. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Un énorme plaisir aussi de recevoir Abdelhafid Boutaleb, expert en relations internationales. Bienvenue à vous aussi. Merci pour l'invitation. Et puis en duplex, depuis Dakar, Bakary Sambé, directeur du think tank Timbuktu Institute. Je vous souhaite la bienvenue depuis Dakar avec nous, Monsieur Samb. Merci de votre invitation. Alors avant de commencer la discussion, je vous propose de regarder cet encadré préparé par Oumaï Masbila. Bienvenue. La politique étrangère marocaine, sous l'impulsion du roi Mohammed VI, a connu durant les 19 dernières années une continuité des principes fondamentaux établis depuis l'indépendance. Des principes qui portent sur l'instauration de la paix et de la sécurité sur le plan mondial, la résolution des conflits par des voies pacifiques et le respect du droit international. La politique étrangère du Royaume vise l'instauration de l'unité maghrébine, la solidarité avec le monde arabe et africain. Et justement, en parlant de solidarité africaine, lors du sommet Europe-Afrique, le roi Mohammed VI a annoncé l'annulation de la dette des pays africains les moins avancés vis-à-vis du Maroc et la levée de toutes les barrières douanières imposées aux produits importés de ces pays. Multipliant les voyages dans le continent, le souverain a encouragé le secteur privé marocain à investir en Afrique dans divers secteurs. Les visites royales ont été couronnées par la signature de 1000 accords avec 28 pays africains et le retour du Maroc au sein de l'Union africaine et sa demande d'adhésion à la CEDEAO constituent également des étapes importantes dans le processus de coopération Sud-Sud. Alors concernant le monde arabe, l'évolution des relations entre le Maroc et le CCG a été marquée par l'offre présentée par ce groupement en mai 2011 pour que le Maroc intègre cette organisation. En réponse à cette offre, le Maroc avait préconisé une démarche graduelle et progressive vis-à-vis du CCG en proposant comme alternative un partenariat optimal avec ce groupement régional. Concernant le conflit israélo-palestinien, le roi Mohammed VI, en sa qualité de président du comité Al-Quds, a continué à soutenir la cause palestinienne. Pour ce qui est des liens avec l'Union européenne, le roi Mohammed VI, dès l'an 2000, a lancé un appel à l'Union européenne pour un statut qui soit plus que l'association et moins que l'adhésion. En octobre 2008, le Royaume obtient le statut avancé auprès de l'Union européenne. Le Maroc est le premier pays du sud de la Méditerranée à avoir accédé à ce statut. Pour ce qui est des États-Unis, là aussi, des résultats concrets ont été obtenus avec la signature de l'accord de libre-échange avec le Maroc, qui est le seul pays d'Afrique du Nord à l'avoir obtenu. Par ailleurs, la conclusion du dialogue stratégique entre le Maroc et les États-Unis, dont la première session s'était tenue en septembre 2012, et la consécration des relations bilatérales privilégiées liant Rabat et Washington à tous les niveaux, notamment politiques, économiques et commerciaux. Et le Maroc a fait le choix de diversifier ses partenariats stratégiques. C'est d'ailleurs dans ce cadre que s'est inscrite la visite du roi Mohammed VI en Russie en 2002, qui s'est soldée par un net repositionnement des relations entre les deux pays, se hissant ainsi au niveau de partenariats stratégiques approfondis. Après la Russie, le Royaume se tourne vers deux nouveaux partenaires stratégiques, qu'est l'Inde et la Chine. Et pour conclure, le Royaume a rétabli ses relations diplomatiques avec Cuba au niveau des ambassadeurs, un tournant dans la politique extérieure du Maroc. Merci pour votre attention. Alors, pour entamer la discussion et planter le décor, Abdelhafid Ouellalou, comment définissez-vous la diplomatie marocaine sous le règne du souverain ?
Effectivement, sous le règne de Sa Majesté Mohamed VI, nous avons remarqué que l'ancrage du Maroc en Afrique est quelque chose de vivant, étant donné que les relations sous ce règne de tous les souverains marocains s'inscrivent dans la continuité, dans la complémentarité, visant à renforcer les relations du Maroc avec les pays africains. C'est vrai que le Maroc était un des grands fondateurs de l'unité africaine depuis la conférence de Casablanca en 61 avec Feu Mohamed V et les grands leaders de l'Afrique, Jamal Abdel Nasser, Modibo Keïta, Nkrumah, Farhat Abbas d'Algérie et bien sûr tous les acteurs de l'Afrique ont reconnu que le Maroc était un fondateur aussi de l'organisation de l'unité africaine en 63. Donc le Maroc, pour ce qui est de l'Afrique, et comme a dit Sa Majesté à Addis Ababa, c'est sa famille, c'est sa maison. Et je pense que les visites royales dans les 25 pays africains, avec les 1000 conventions qui ont été signées en présence de Sa Majesté et les chefs d'État, ont couronné cette nouvelle dynamique dans les relations du Maroc avec l'Afrique, à commencer par le discours de Sa Majesté à Abidjan en février 2014, qui était un discours, disons, fondateur de cette nouvelle dynamique visant à un partenariat win-win et une coopération sud-sud pour dire à l'Afrique à voix haute que l'Afrique n'a pas besoin d'assistanat, que l'Afrique a besoin d'une confiance. Il faut que les Africains fassent confiance à leur continent et il faut se baser sur cette solidarité, l'échange d'experts, oui, de compétences et aller pour transformer les richesses minières et naturelles que l'Afrique avait pendant plusieurs siècles exportées vers les pays du Nord. Donc voilà la nouvelle dynamique qu'a engendré cette politique royale et cette diplomatie royale, bien sûr basée sur la nouvelle diplomatie économique qui a fait vraiment des résultats que tout le monde reconnaît. Alors, je voudrais à présent m'adresser à Bakary Samb, qui est donc en duplex avec nous depuis Dakar. Il est directeur, je le rappelle, du Timbuktu Institute et également auteur d'un livre en 2011, ce livre de l'islam et diplomatie, la politique africaine du Maroc. Je voudrais vous poser la même question, Monsieur Samb. Alors, quelle définition donneriez-vous justement à la diplomatie marocaine sous le règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI ? Je vous remercie. Vous savez, en relations internationales, jusqu'à présent, les études ont été marquées par une approche juridico-institutionnelle. Et appliquée à la politique du Maroc, cela ne fonctionnait pas, ou bien cela fonctionnait de manière insuffisante. Et pour le Maroc, il ne s'agit pas seulement d'une vision, mais d'une vision adossée sur une réalité, celle-là historique. Quand on parle des Almoravides, quand on parle de Mansour al-Zahabi, quand on parle de Saqiyat al-Hamra, cela fait que le Maroc bénéficie d'un socle, un socle diplomatique basé sur des ressources symboliques, comme je dis, qui datent de très très longtemps, et que le Maroc, en plus d'une diplomatie qui fonctionne très bien, avec une vision depuis le temps de Sa Majesté le roi Hassan II, avec l'inauguration de la mosquée de Dakar en 1964, et les accords qui sont passés et tous les efforts qui ont été établis, je pense qu'en plus de cela, il y a une forme de normalité historique. C'est pour ça d'ailleurs je fais partie de ceux qui ne considéraient pas le retour, en tout cas du Maroc à l'Union africaine, comme étant un événement. C'était le rétablissement d'une normalité historique au regard du rôle que ce royaume a joué dans la construction de la famille africaine. Mais je pense qu'au-delà des institutions, au-delà des accords, il y a quelque chose de spécifique dans ces relations-là qui nourrit ces relations, qui lui donne une dimension que l'on trouve rarement en matière de politique internationale, justement avec le concept de
soft power avec Joseph Nye, on arrive à avoir un début d'analyse de ces relations-là, mais elles sont encore beaucoup plus complexes parce que chargées d'histoire, de symboles, mais aussi d'une forme de charge spirituelle, si j'ose dire, ce qui fait la spécificité du Maroc dans l'ensemble maghrébin au sein des pays de l'Afrique subsaharienne et de l'approche, en tout cas que nous avons ici au sud du Sahara, de ce monde arabe ou du Maghreb. Le Maroc est un pays spécial, c'est-à-dire que, comme le disait Sa Majesté le roi Hassan II dans son discours de 1983, le Maroc, c'est encore ce vieil arbre dont les branches peuvent tendre vers la Méditerranée, vers l'Europe, mais les racines sont purement africaines. Et cela s'est manifesté dans les dernières initiatives politiques de Sa Majesté le roi Mohamed VI, avec une ouverture à l'Afrique rarement vue dans l'histoire contemporaine du Maroc, mais aussi une audace, une forme d'audace diplomatique qui fait que le Maroc assume réellement son destin africain. Alors, je me tourne à présent vers Abdelhafid Boutaleb. Donc, on l'a entendu, il y a cet aspect, il y a cet axe primordial qui est l'Afrique. Est-ce que vous avez quelque chose d'abord peut-être à rajouter par rapport à ce qui a été dit par M. Oualalou et M. Samb, et surtout aussi vers peut-être sur d'autres aspects que l'Afrique? Alors très rapidement, je suis ici aussi en tant que membre de l'association Tizi, je préfère le rappeler. Aujourd'hui, en fait, au Maroc, on s'inscrit dans la diplomatie de synthèse. C'est-à-dire que depuis 1999, le Maroc exploite l'intégralité de ses atouts. On a remarqué ça. Effectivement, briser l'insularité du pays, ça a été une des plus grandes orientations stratégiques qu'on ait eues ces dernières années. Le Maroc était en insularité par rapport à ses voisins immédiats et était coupé totalement de l'organisation de l'Union africaine en 1999, qui est devenue en l'an 2000 l'Union africaine. Et donc aujourd'hui, par le biais de notre retour et puis de toute la politique de rapprochement vis-à-vis de l'Afrique, on est aujourd'hui intégré à notre continent. On a un partenariat avancé avec l'Union européenne, donc on s'est beaucoup plus rapproché de l'Union européenne alors qu'on était resté sur un échec à la fin des années 80 après le refus de notre adhésion. Nous avons aussi poussé vers la reconstruction de l'Union du Maghreb arabe. On se souvient que Sa Majesté était restée 10 jours au lieu des 3 jours programmés lors de son déplacement à Tunis. Donc là, il y a un signal clair, c'était en 2014, donc en faveur de la construction maghrébine. Et puis, effectivement, il y a le statut avancé d'allié stratégique, plutôt, le statut d'allié stratégique avec l'OTAN. Et donc tous ces éléments-là plaident en faveur de la rupture de cette politique qu'on a appelée de la chaise vide, mais qui est aussi une ancienne tradition qu'on a héritée du fait de notre particularisme nos particularismes historiques et géographiques, qui était l'insularité du Maroc, qu'on peut retrouver chez plusieurs chercheurs marocains, notamment Abdellah Aroui, qui en parle longuement. Et aujourd'hui, on essaye, à travers l'adhésion de toutes ces organisations régionales et l'amélioration de nos partenariats, on essaye de rompre avec cette insularité-là. Alors, en 2000, on l'a vu dans l'encadré, Sa Majesté le roi Mohamed VI avait fait une annonce clairement révolutionnaire, celle de l'effacement des dettes des pays africains pauvres. Est-ce qu'on peut considérer cette action audacieuse, comme le disait Samb, comme révélatrice pour les stratégies à venir du Maroc dans son continent finalement? Abdelhafid Oualalou. Effectivement, cette décision royale a fait vraiment renaître un espoir pour l'Afrique, pour dire qu'en Afrique, il faut s'occuper de l'économie africaine et des pays qui luttent contre la pauvreté, la famine. Il y avait une image très négative de l'Afrique dans le monde entier, un continent de coups d'État, de guerre civile, de famine, d'insécurité, etc. Et la décision royale d'effacer cette dette pour les pays africains les plus pauvres a été un signal fort pour dire qu'il faut tourner la page de cette image négative et il faut aller vers autre chose. Cette autre chose, c'est la coopération Sud-Sud qui a été bien analysée dans la nouvelle vision royale, la dynamique royale pour l'Afrique, pour tourner la page de cet assistanat, comme je l'ai dit, et pour passer à autre chose pour le bien-être du citoyen africain. Et ça a été une phrase qui a été retenue par tous les Africains, c'est-à-dire que le Maroc en aidant les pays les plus pauvres, en investissant en Afrique, qu'elle soit francophone ou anglophone ou centrale, qu'elle fasse
sa demande pour l'adhésion à la CEDEAO, après son retour triomphal à l'Union africaine fin janvier 2017, c'est pour dire que le Maroc est là pour partager le progrès, pour partager l'expertise et non pas devenir, comme d'autres ont fait du Nord, pour faire de France-Afrique comme une stratégie qui a montré ses limites. Bien sûr, le partenariat entre le Maroc et l'Union européenne a connu un essoufflement après la crise de 2008 et il fallait tourner vers le Sud. Le Sud naturel pour le Maroc, c'est l'Afrique, étant donné qu'il y a des relations historiques, spirituelles, économiques, commerciales, politique et culturelle. Et donc, c'est en Afrique que le Maroc, multidimensionnel, c'est au Maroc de faire le pas et de montrer aux Africains qu'il est un pays africain d'abord, mais qu'il tient à l'intégration économique africaine et au bonheur des Africains et non pas apporter autre chose que le partenariat, que la coopération sud-sud. Alors, un pas important qui a été fait, c'est, vous en parliez, c'est ce retour du Maroc à l'Union africaine. Donc, c'était lors du 31e sommet de cette institution à Addis Abeba en 2017, janvier 2017, une date historique. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait du discours du souverain à l'occasion du ou en tout cas à l'occasion du retour du Maroc dans sa famille institutionnelle africaine. Regardez. Il est beau le jour où l'on rentre chez soi, après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué. C'est pourquoi, mes chers frères chefs d'État, sans attendre la finalisation des formalités juridiques et protocolaires au terme desquelles le Royaume siégera de nouveau au sein de l'organisation, j'ai tenu à faire d'ores et déjà ce déplacement et à m'exprimer devant vous. Le soutien franc et massif que le Maroc a recueilli témoigne de la vigueur des liens qui nous unissent. Le retrait de l'OUA était nécessaire. Il a permis de recentrer l'action du Maroc dans le continent, de mettre aussi en évidence combien l'Afrique est indispensable au Maroc et combien le Maroc est indispensable à l'Afrique. Nous y avons réfléchi mûrement et c'est à présent une évidence. Il est l'heure de rentrer à la maison, au moment où le Royaume compte parmi les nations africaines les plus développées et où une majorité de pays membres aspirent à notre retour. Nous avons choisi de retrouver la famille. Abdelhafid Boutaleb, dans quel contexte ce retour du Maroc a-t-il été opéré ? Alors, qu'il est bon de rentrer chez soi, c'est une phrase quand même qui a marqué beaucoup les Marocains. Dans quel contexte ? Eh bien, on sait qu'il y a un certain nombre de pays voisins qui considèrent leur appartenance identitaire comme limitée à ce qu'on appelle le monde arabo-musulman. Effectivement, pour nous, le monde arabo-musulman fait partie du cercle, ce qu'on appelle le cercle d'appartenance collective, mais l'Afrique aussi. On l'a bien noté en 2011, bien avant le retour du Maroc à l'Union africaine, l'africanité, l'identité africaine est un des affluents de l'identité marocaine. Donc c'est noté dans notre constitution. Et c'est tout ce travail institutionnel pour rompre avec une crise qui finalement était une crise d'ordre diplomatique qui a duré 30 ans, ce qu'on appelle la chaise vide, mais qui en réalité n'a jamais rompu cet affluent identitaire clair qu'on retrouve tous les jours dans notre quotidien au Maroc. Et puis aussi, aujourd'hui, on nous retrouve, nous, Marocains, dans le quotidien de plusieurs pays africains. Et donc aujourd'hui, c'est dans ce contexte-là de mise en cohérence entre l'appartenance institutionnelle et l'appartenance identitaire naturelle. C'est le cadre contextuel qui explique effectivement le retour qui était attendu, qui était naturel du Maroc à sa famille, comme vous l'avez appelé, la famille institutionnelle africaine. Alors, je m'adresse à présent à Monsieur Samb, qui est en duplex avec nous depuis Dakar. Et je voudrais à présent évoquer avec vous cette question de la politique migratoire qui est indissociable à ce contexte, à cette stratégie africaine. Je voudrais avoir justement votre avis juste sur cette politique migratoire. Est-ce aujourd'hui un exemple à suivre, cette politique migratoire marocaine ?
Mais tout d'abord, pour rebondir sur le propos de mon collègue Walalou, que je salue au passage, c'est qu'après les grandes stratégies marocaines, les stratégies africaines, jusqu'en 1984, à partir de 1984, le Maroc a su se reconvertir dans une autre forme de stratégie que j'ai appelée dans mon ouvrage le bilatéralisme sélectif, en développant des relations particulières avec des pays avec lesquels il y a des affinités particulières, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Maintenant, la situation du Maroc, elle est celle-ci. C'est un pays qui a conscience de ses contraintes géopolitiques, sachant les difficultés qu'il y a à l'Est, au Nord avec certaines velléités, etc. Mais aussi, le Maroc a trouvé naturel que son territoire de développement naturel, c'est l'Afrique subsaharienne. De cette même manière, le Maroc est un passage, c'est un carrefour, et ce n'est pas nouveau. Et je rappelle que ces mouvements de population dont on parle aujourd'hui, en parlant de flux migratoires, mais ça ne fait que suivre le mouvement du déplacement depuis le Moyen-Âge. Je rappelle que les minarets de la Bournania et de la Karawine à Fès ont été faits en partie avec du bois et de l'or provenant de l'Afrique. Donc ces relations sont vieilles. Je ne pense pas que la question migratoire, qui à mon avis est une question conjoncturelle, puisse être un goulot d'étranglement dans l'élargissement de ces relations-là. Et au contraire, le Maroc a joué un rôle de catalyseur à un certain moment en développant une politique migratoire très généreuse avec la régularisation de milliers d'Africains aujourd'hui, avec une diversification de cette migration aussi bien de l'Afrique de l'Ouest que de l'Afrique de l'Est, pays de l'Afrique de l'Est avec lesquels le Maroc a beaucoup coopéré dans le domaine économique. Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc fait partie de la solution, c'est-à-dire des pays qui doivent réfléchir sur le plan stratégique de l'avenir du continent, de la gestion du dividende démographique, avec l'importance du rôle du royaume dans la formation des élites, mais aussi une réflexion à une coopération sud-sud pour voir finalement comment l'Afrique pourrait prendre son destin en main, tel qu'il est invité de Sa Majesté dans le discours d'Abidjan, mais aussi comment, en relation avec les partenaires internationaux, gérer la question migratoire. Mais je ne crois pas que la question migratoire, que beaucoup analysent sous son angle négatif, soit quelque chose en soi un problème. Donc le souverain avait rappelé la centralité de la coopération donc, avec les pays africains, insistant sur l'importance de la coopération sud-sud. Il a également insisté sur le fait que le phénomène migratoire constitue une opportunité et non une menace. Comment ? Effectivement, Sa Majesté, qui était chargé par ses frères présidents, chefs d'État africains, de présenter une proposition concernant cette problématique qui concerne et les Africains et les Européens d'une manière directe. Et le Maroc, dans la lettre royale, a présenté la nouvelle vision de Sa Majesté sur cette problématique de la migration et de dire que les statistiques sont là et que c'est un problème africain qui intéresse les Africains et que 80%, d'après les chiffres que j'ai retenus, ce sont des migrations interafricaines. Donc c'est un problème qui regarde les Africains, qui pose une problématique pour les pays africains. Et grâce à cette analyse pertinente, les chefs d'État, lors du dernier sommet, ont accordé au Maroc la priorité d'héberger l'observatoire sur la migration et le développement. Et c'est très important de lier développement et migration, et que le Maroc est reconnu et connu par la nouvelle stratégie nationale d'intégration des Maghrébins au Maroc. Et ça a donné des résultats très encourageants, et que cet observatoire est conçu pour une coordination de toutes les politiques africaines sur la migration, mais toujours en liaison avec le développement pour réduire ces flux migratoires et pour l'Europe, mais aussi interafricains. Interafricains. Je vous propose, messieurs, de reprendre la discussion juste après cette courte pause. Merci de rester avec nous. À tout de suite.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez cette émission spéciale sur Médien TV que nous consacrons à la diplomatie marocaine sous le règne du souverain Sa Majesté le roi Mohamed VI. Juste avant la pause, nous évoquions cette question centrale de l'Afrique. Alors cette politique aujourd'hui, cette politique africaine, peut-elle être prise en exemple même pour des pays africains en parlant de coopération sud-sud? Bien sûr, effectivement, le Maroc a donné l'exemple qu'il faut faire autre chose que le partenariat toujours nord-sud ou sud-nord, qu'il faut passer à diversifier son économie, son commerce extérieur et voir les grands atouts des autres pays. On en parle pour la Russie, pour l'Inde, pour la Chine, pour le Brésil, pour le Vietnam et dans l'Amérique latine est très importante en ce moment pour le Maroc. Donc il y a cette coopération avec l'Union européenne. Sur cette question justement de l'Afrique et du retour du Maroc à l'UE. Le retour comme ça a été dit, et le discours de Sa Majesté est historique, et le retour qui a été apprécié par tous les chefs d'État, qui est venu dans un contexte nouveau, un rapport de force nouveau, étant donné que sur la question nationale, sur la question de notre Sahara marocain, il faut rappeler que 36 pays ont rejeté leur adhésion aux idées séparatistes et ne reconnaissent plus la fantomatique race ni le Polisario. Il reste quelques pays qui ont toujours des relations. Même pour l'Afrique du Sud, vous avez vu cette poignée de main entre Sa Majesté et l'ancien président Zuma, et aussi avec l'Angola et les autres pays, et le Nigeria avec le grand projet structurant du siècle, le gazoduc entre le Maroc et le Nigeria, et l'adhésion de principe du Maroc à la CEDEAO. Tout ça, ça a été une dynamique qui a été bien réfléchie, après bien sûr réflexion très, très poussée pour que ce retour du Maroc dans ce contexte va certainement favoriser une solution pacifique et politique sous le pilotage de l'Organisation des Nations Unies et non pas de l'Union africaine. Ça a été une décision du dernier sommet que le dossier du Sahara, il est entre les mains du Conseil de sécurité et de l'Organisation des Nations Unies et non plus de l'Union africaine, comme ça a été le cas à travers le Conseil paix et sécurité présidé par un État voisin que vous connaissez. Alors, on va parler d'autres États voisins que nous connaissons. Il s'agit de nos partenaires historiques. Je parle de l'autre côté de la Méditerranée, bien évidemment, et non au sud du Sahara. Je parle de ces partenaires historiques, stratégiques, bien évidemment. Alors, comment la relation diplomatique entre la France et le Maroc a-t-elle évolué ces dernières années, Abdelhafid Boutaleb? Bien, effectivement, on se souvient qu'il y a eu une brouille en 2013, en 2014. Bon, on n'en parle plus trop, puisque tout est rentré dans l'ordre. Mais globalement, depuis les années 90, notamment la présidence du président de Jacques Chirac, les relations sont au beau fixe. Et tant mieux, puisque aujourd'hui, si je me souviens bien, plus de 200 000 emplois aujourd'hui ont été créés par les investissements directs étrangers provenant de la France. En plus de cela, bien sûr, il y a le rôle de plus en plus important que joue le Maroc au sein de la francophonie, qui est aussi concomitant par rapport à ce qu'on vient de citer, son positionnement en Afrique de l'Ouest. Et effectivement, au sein du Conseil de sécurité, on a pu trouver, la France et les États-Unis font par ça, c'est des alliés stratégiques, et ça prouve la position stratégique du Maroc. On a vu qu'il y a eu des crises, notamment en 2013, par rapport au désir des États-Unis d'élargir le mandat de la MINURSO aux droits de l'homme, la composante des droits de l'homme. Le Maroc a fait décliner cette proposition. Ça montre qu'il a une réelle position stratégique aux yeux de ses alliés que lui considère stratégiques, mais qu'eux aussi, finalement, considèrent comme étant stratégiques, donc que ce soit la France ou les États-Unis. Alors, je rebondis sur ce mot de stratégique. Il y a eu le dialogue stratégique qui a été porté par l'ancienne chef de la secrétaire d'État américaine, Hillary Clinton. C'était en 2012. Il s'agit du dialogue stratégique avec le Maroc, un dialogue bilatéral, certes, mais multidimensionnel. Il s'agit d'une coopération dans des domaines clés. Donc, il y a la sécurité, bien naturellement, la politique, l'économie et aussi la culture. Et là, je me tourne vers... vous vouliez peut-être rebondir, Abdelhafid Boutaleb, sur le dialogue stratégique.
Eh bien, écoutez, aujourd'hui, il y a une nouvelle administration. Pour l'instant, le dialogue stratégique continue, effectivement. Ceci dit, lorsqu'on voit par rapport à l'économie, l'accord de libre-échange reste quand même aujourd'hui beaucoup plus politique qu'économique. Et effectivement, c'est surtout, vous parlez multidimensionnel, mais c'est surtout politique. C'est-à-dire la volonté des États-Unis de placer le Maroc en tant qu'allié réellement stratégique dans cette région du Maghreb, qu'elle considérait autrefois plutôt secondaire et qu'elle considère aujourd'hui de plus en plus prioritaire, notamment par rapport aux questions sécuritaires. Alors on joint justement Bakary Samb pour une réaction peut-être sur ces partenariats stratégiques historiques que le Maroc entretient depuis plusieurs décennies, voire des siècles, avec ses partenaires stratégiques historiques avant de passer aux nouveaux partenaires. Oui, vous savez, travaillant sur les questions de sécurité et de stratégie en tant qu'institut, je suis très honoré des positions très importantes du Maroc, notamment au sein du Global Counterterrorism Forum, où le Maroc offre une autre vision de l'islam qui était indexée par des questions de terrorisme, etc. On voit le rôle aussi essentiel que le Maroc joue, notamment dans l'espace sahélien, avec un discours d'un islam tolérant, le rétablissement de ce discours-là, la formation des imams, les efforts qui sont faits dans le cadre de la production de réponses doctrinales à l'extrémisme. Là aussi, je pense que c'est un positionnement assez intéressant pour le Maroc, qui n'a pas un pays stratégique dans le Sahel, mais qui arrive par une politique d'influence à véritablement exister dans ce débat sahélien, mais aussi en portant aussi bien le discours africain en termes d'alternatives, mais aussi du monde musulman, en montrant avec les discours courageux de Sa Majesté ces dernières années sur l'État, la politique, etc. et la question de l'islam, pour montrer que voilà un pays qui assume le fait d'être un pays à majorité musulmane, voilà un pays qui est dans ses traditions, mais qui joue un rôle important en Afrique subsaharienne sur le plan spirituel, mais qui veut montrer à la face du monde que l'islam n'est ni terrorisme ni terreur, mais cette belle image de l'islam que le Maroc montre à travers les constantes, le soufisme sunnite, le dogme acharite et le fiqh malikite. Et je pense que ça aussi, c'était l'un des faits marquants de la diplomatie de Sa Majesté Mohamed VI ces dernières années, notamment depuis le déclenchement de la crise sahélienne. Alors, passons à présent, messieurs, si vous le permettez, à ces partenariats, ces nouveaux partenariats que le Maroc noue avec les nouveaux partenaires, et en l'occurrence, commençons d'abord par Abdelhafid Oualalo, par la Russie. Alors, certes, les relations entre le Maroc et la Russie sont vieilles de 2 siècles, mais on le remarque, ces 10 dernières années, il y a eu comme un ravivement de cette flamme, de cette coopération entre Moscou et Rabat. Qu'est-ce qui a fait que ce rapprochement ait été opéré, selon vous? À rappeler que le Maroc est le premier partenaire de la Russie en Afrique. Et que les 3/4 de nos exportations d'agrumes vont à Moscou. Et que les importations de céréales viennent de France, mais aussi de la Russie, quelle que soit la récolte. Et aussi, il faut placer cette coopération avec Moscou dans ce cadre de coopération sud-sud et de la diversification de notre économie et de notre commerce extérieur. Étant donné, comme je l'avais dit, le partenariat avec l'Union européenne ou avec nos partenaires historiques, comme vous le dites, connaît un certain essoufflement. Si on regarde ce qui se passe entre le Maroc et l'Union européenne pour ce qui est de l'accord de pêche qui clôt en juillet donc de cette année, et qu'il y a des problèmes à ce niveau. Heureusement que la Commission européenne a intégré les provinces du Sud dans cet accord, mais il y a un certain blocage au niveau de l'ALECA, de l'accord de libre-échange complet et approfondi à cause de cette problématique de l'immigration. Il faut aussi noter que entre nous et l'Union européenne, comme en parlant de l'Union européenne, il y a une bonne coopération sur le plan sécuritaire, essentiellement avec la France et l'Espagne. Pour ce qui est de Moscou, je pense que la dernière visite du Premier ministre russe en octobre dernier a fait que le Maroc et la Russie ont signé une vingtaine de conventions touchant tous les domaines, que ce soit l'industrie, l'agriculture, les énergies renouvelables, même la médecine nucléaire, et aussi tout ce qui est commerce extérieur. Et
le plan culturel, puisque nous avons des milliers d'étudiants qui sont formés dans les universités russes. Bien sûr, en parlant de la Russie, il ne faut pas oublier que le Maroc était présent en Russie pour la Coupe du Monde et que nous avons remarqué que les relations entre Moscou et Rabat sont des relations très bonnes, amicales, et nous espérons qu'elles vont se renforcer. Il y a eu plusieurs visites de Sa Majesté en 2002 et aussi en 2006, et qu'il y a eu aussi la visite de M. Poutine au Maroc, et nous espérons qu'avec le renforcement de ces relations, nous continuons ce partenariat qui est aussi un partenariat stratégique au même titre que les autres partenariats avec les États-Unis ou avec l'Union européenne. Ou avec la Chine. Ou avec la Chine. Alors, on vient de signer une convention pour adhérer à ce projet ambitieux, pharaonique, de la route de la soie chinoise. Le Maroc aujourd'hui, en tout cas, considéré par la Chine comme un acteur clé dans le continent, où la Chine est clairement présente, à fait tout à l'heure. Bien sûr, grâce à son positionnement géostratégique, puisque la route de la soie, c'est une route qui commence en Chine. Bien sûr, c'est imagé, il n'y a pas de route réellement, c'est un ensemble industriel pour effectivement permettre de créer des débouchés pour l'économie chinoise, mais effectivement, cette route ne finit pas dans l'Atlantique, elle ne se déverse pas dans l'Atlantique, il faut qu'elle revienne, et c'est à ce niveau-là que le Maroc joue un rôle particulier, puisque c'est à travers la ville de Tanger où on est aujourd'hui qu'un des maillons fondamentaux pour pouvoir créer ce circuit-là se construira. Et aujourd'hui, on a cette fameuse ville industrielle qui est en train de voir le jour ici à Tanger, mais il y a aussi les profondeurs historiques entre le Maroc et la Chine. Il ne faut pas oublier qu'au XIIIe siècle, Ibn Battuta est allé jusqu'en Chine, qui était un voyageur marocain. Et au-delà de ça, et ça rappelle un peu effectivement le fonctionnement de cette route de la soie. Mais au-delà de ça, lorsque les grandes puissances mondiales considéraient que Taïwan, qui est une petite île tout de même, représentait la Chine au sein du Conseil de sécurité, le Maroc reconnaissait beaucoup plus la Chine continentale, qui est la République populaire de Chine, comme étant le porte-voix légitime du peuple chinois. Et d'ailleurs, c'est un des premiers pays avec lequel on a noué nos relations diplomatiques au lendemain de l'indépendance, et c'est un des premiers pays qui nous a reconnus dès 1955, qui a reconnu l'indépendance du Maroc dès 1955. Donc il y a effectivement vraiment une entente avec les Chinois, et aujourd'hui on peut aussi, encore une fois, le constater dans les grandes villes marocaines, qu'il y a un accroissement de la communauté chinoise, qui sont plutôt des cadres, et à ce titre-là, je peux vous dire que la présence humaine chinoise est différente de ce qu'on peut trouver dans d'autres pays en Afrique. Puisqu'ici... Justement, pour qu'on en sache un peu plus justement sur cette présence chinoise en Afrique, je voudrais poser la question à Bakary Samb depuis Dakar. Donc, vous êtes à la tête d'un think tank. Est-ce qu'aujourd'hui, la relation qu'entretient le Royaume avec la Chine est-elle la même que les autres pays africains adoptent avec ce géant économique ? Oui, il y a une petite différence que pour le Maroc, c'est sur des secteurs à haute valeur ajoutée, avec une présence de cadres chinois aujourd'hui au Maroc, alors que pour nos pays, il s'agit de l'activité dans le bâtiment, dans le commerce international, mais aussi dans les produits manufacturés. Donc ce n'est pas du tout le même type de relation où la Chine est vue par certains comme étant ce pays qui inonde les pays africains de toute forme de marchandises, alors que je pense que le Maroc a choisi des secteurs clés stratégiques. La question du textile qui est essentielle, on connaît le rôle que le Maroc a joué dans le textile, notamment même dans les grandes compagnies européennes qui ont beaucoup eu des manufactures au Maroc, mais aussi là, je pense que si le Maroc se positionne sur cette question de la route de la soie, qui en même temps revêt une dimension économique, c'est-à-dire la création d'emplois, le transfert de technologies, mais aussi une dimension symbolique sur ce pays carrefour qui a été le pays de passage aussi bien vers l'Europe que vers l'Asie. Je pense que là, c'est un positionnement spécial, et je pense que les pays africains devraient aussi repenser cette relation avec la Chine, qui est vu en général par nos industriels comme étant un pays qui déverse ses marchandises, mais à côté, en plus du bâtiment, etc., et des marchés qui s'ouvrent à ce pays-là, il n'y a pas véritablement de valeur ajoutée telle que le Maroc a pu le faire avec sa stratégie d'ouverture vers ce grand pays qu'est la Chine.
Alors, une stratégie d'ouverture sur d'autres pays. Vous aviez évoqué en première partie d'émission avec la Fed Walelo l'Amérique latine. Que signifie aujourd'hui la normalisation des relations avec Cuba? Du Maroc, bien naturellement. C'est une première. Disons, après le blocus qu'a connu Cuba à cause des missiles soviétiques que vous connaissez et le blocus imposé par les États-Unis au régime de Fidel Castro et sa révolution cubaine connue dans le monde. Bien sûr, le Maroc avait été obligé d'interrompre ses relations diplomatiques avec Cuba à cause de la question nationale et de la position cubaine sur cette question et ses relations avec le Polisario et vous connaissez l'axe Alger-La Havane. Heureusement que les choses ont changé, que après même les relations États-Unis-Cuba qui ont ouvert d'autres perspectives dans cette région, le Maroc, bien sûr, grâce à cette clairvoyance de Sa Majesté, de construire des ponts avec l'Amérique latine, avec laquelle nous avons des relations historiques, culturelles et politiques. Et nous sommes vraiment fiers d'avoir de bonnes relations. Et avec le Chili qui a été vraiment à la page, comme on dit, que tout le Parlement chilien avait voté pour le plan d'autonomie dans nos provinces du Sud. Nous avons de bonnes relations avec l'Argentine, avec le Mexique, avec le Brésil. Le Brésil, il fait partie du BRICS. Avec la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud et l'Inde. Ouais. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir de bonnes relations. Et l'Atlantique nous sépare, mais nous sommes heureux d'avoir d'autres relations avec ces pays d'Amérique latine. Mais avec Cuba, c'est symbolique parce que Cuba, c'est tous les pays d'Amérique latine qui avaient de bonnes relations avec Cuba sur le plan politique et diplomatique. Et je pense que notre nouvel ambassadeur à Cuba va faire du bon travail et pour la question nationale, mais aussi pour les relations économiques et politiques. Alors, il nous reste très peu de temps. Pourquoi pas deux points. Oui, pourquoi pas intégrer l'Union latine en tant que membre observateur? Ce serait peut-être une prochaine étape, et aussi l'organisation des pays lusophones, des pays de langue portugaise. Ce serait Parce aussi... que vous parlez de ça, il y a aussi le Conseil du Golfe. Enfin, il y a cette relation avec les pays du Golfe. Mais oui, mais même si nous ne faisons pas finalement partie de cette région. C'est dans la continuité, puisqu'on exploite tous nos atouts. On a ces deux atouts qui sont la langue portugaise, puisqu'on sait que le portugais était dans quelques-unes de nos villes côtières, et puis surtout la langue espagnole, ici aussi à Tanger, vous le savez mieux que moi. Et donc, oui, pourquoi pas, dans cette continuité-là, fidéliser ces pays, et c'est certainement... Sur le Brésil, l'Académie royale, tout dernièrement, avait invité l'ancien président de la République de Brésil, qui est venu faire une conférence, et nous avons conclu que dorénavant, il faut renforcer ces relations entre le Brésil et le Maroc. Bien sûr, il y a les pays lusophones en Afrique que le Maroc a soutenus dans l'histoire pour leur libération nationale, que ce soit le Mozambique, l'Angola, la Guinée-Bissau, Cap-Vert, et bien sûr... le Brésil est un grand continent, ce n'est pas un pays, c'est 200 millions d'habitants, et qu'il y a des atouts, il y a un modèle économique à étudier du Brésil dans la lutte contre la pauvreté et contre les disparités sociales, en tant que pays émergent. En tant que pays émergent, et que nous avons conclu aussi qu'il faut renforcer les relations entre la CEDEAO et l'autre groupement économique en Amérique latine, les Mercosur. Donc nous avons quand même des liens historiques à travers la langue portugaise, mais aussi avec la langue espagnole. Alors, il y a cette idée de continuité, et je voudrais terminer avec cela. Et, on le sait, Sa Majesté le roi Mohammed VI est un défenseur incontestable de la question palestinienne, du dossier d'Al-Quds en tant que président du comité Al-Quds. Quelles ont été les actions marquantes qui ont justement marqué la diplomatie marocaine dans ce sens ? Je suis très
très intéressé par cette question palestinienne, puisque je suis vice-président aussi de l'association marocaine de soutien à la lutte palestinienne depuis des années. Et nous suivons l'action de Sa Majesté, mais aussi le soutien populaire et de la société civile marocaine pour la cause palestinienne. Sa Majesté, en tant que président du comité Al-Quds et aussi président de l'agence Beit Mal Al-Quds, prend des positions d'avant-garde sur cette question et sur tous les fronts, qu'elles soient diplomatiques, politiques, aide financière. Et je pense que ça a été fait lors de la position qu'a prise M. Trump sur la ville d'Al-Quds de transférer l'ambassade de Tel Aviv à Al-Quds et que Sa Majesté, par sa lettre royale qu'a envoyée au président américain pour dire que cette position est contraire au droit international et à toutes les conventions et déclarations du Conseil de sécurité et des Nations Unies, que le Maroc est toujours solidaire avec le peuple palestinien et surtout la ville de Al-Quds où il y a le quartier des Marocains et la porte du Maroc, Bab el-Maghariba, et que nous sommes très liés sur le plan et religieux et politique et même sentimental avec Al-Quds, mais avec le peuple palestinien qui lutte pour sa liberté et pour sa dignité. Abdelhafid Boutaleb, rapidement, avant que nous passions la main pour un dernier mot à Bakary Samb. Écoutez, par rapport au Moyen-Orient en général, on se souvient qu'en 2002, en pleine crise, avec Arafat enfermé, séquestré à Ramallah, Colin Powell était passé par Rabat avant d'aller en Cisjordanie. Et Sa Majesté l'avait reçu avec un pins à l'effigie d'Al-Quds. Et effectivement, c'est l'ensemble du peuple marocain qui partage. C'est la deuxième ville sainte, il faut le dire, il faut le rappeler. Ce n'est pas n'importe quelle ville, c'est la deuxième ville sainte. La première, historiquement... C'était le badge de la marche populaire que nous avons organisée à Rabat le 7 octobre 2002. Et que le 8 octobre, il a reçu Colin Powell à Agadir avant d'aller à Israël et en Palestine occupée. Ça, c'est historique. Et donc, effectivement, et rappelons aussi l'importance, encore une fois, je le rappelle, de l'Union du Maghreb arabe, puisque par rapport au CCG, ça a été, parce qu'on parle du Moyen-Orient, le partenariat optimal avec la CCG, mais pas l'adhésion, puisque c'est ce positionnement ouest-africain et nord-africain qui est plutôt privilégié par le Maroc. Alors justement, un dernier mot depuis Dakar pour Bakary Samb. Rapidement. Au sein d'un pays qui partage avec le Maroc le comité pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien que le Sénégal a présidé pendant des années, je ne peux que être solidaire de ce message pour que ce conflit soit réglé et que la justice soit rétablie et que le peuple palestinien retrouve sa liberté. Ce que je voulais dire, c'est que à travers l'article que j'ai signé avec la chercheure marocaine Yousra Hamdawi et qui paraît en septembre dans la revue de l'Université internationale de Rabat. La conclusion étant celle-ci, c'est qu'en matière de politique africaine, le roi Mohamed VI, à travers ses discours et ses actes, a ouvert vraiment une brèche et a posé de nouveaux jalons. Et je pense qu'il appartient à tous les pays africains de s'engouffrer dans cette brèche-là et d'aller vers la construction de l'Afrique de l'avenir. Bakary Samb, je vous remercie pour l'ensemble de vos éclairages. Donc, je rappelle que vous étiez donc en direct avec nous depuis Dakar. Abdelhafid Oualalou, Abdelhafid Boutaleb, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de choses à dire, effectivement. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne.